Dernier plateau, c'était important de vous avoir, Monsieur Argoir, c'est pour ça que ça a été dommage de devoir le reporter. C'est quels sont les enjeux IT et RH de la digitalisation de nos environnements de travail, parce qu'on a bien vu aujourd'hui, on l'a répété à plusieurs reprises, que la clé de voûte de la transformation numérique, c'était les gens, c'était l'acceptabilité par les collaborateurs, par les utilisateurs, d'où l'importance aujourd'hui d'un dialogue fécond entre les experts du numérique et des responsables des ressources humaines, qui font des nouvelles technologies une question de qualité de vie au travail. Alors, comment on accompagne ce changement? Et pour cela, on a voulu donner la parole à Pierre-Marie Argoir, qui est directeur de l'expérience collaborateur et transformation du groupe Française des Jeux. Alors, ma première question, bonjour monsieur, c'est un nouveau métier, directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation? Oui, on pourrait presque dire ça. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Super. Un nouveau métier. J'ai jamais été très heureux avec le titre de directeur des ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, parce que pour moi, le mot ressources, ça fait penser à gérer des ressources minières ou pétrolières qui un jour disparaissent. Moi, je gère des potentiels et des talents. Et j'avais déjà pris le titre de directeur des relations humaines, parce que ma vraie expertise, c'est la relation humaine. Et puis plus récemment, et on verra que c'est un lien avec notre sujet, j'ai osé prendre le titre de l'expérience collaborateur, puisque le collaborateur, c'est mon premier client, c'est le premier client de l'entreprise. Et je cumule les fonctions de RH traditionnel, d'immobilier environnement de travail, autrefois on disait services généraux, et enfin d'informatique, de toutes les fonctions corporate et du poste de travail. Et à ce titre, finalement, j'ai tout le parcours collaborateur, j'ai toute l'expérience collaborateur, comme un directeur marketing aurait son parcours client ou son expérience client. Et c'est pour ça que j'ai osé prendre le titre de directeur expérience collaborateur. Très bien. Alors, de la Française des Jeux. Alors, tout le monde connaît la Française des Jeux, tout le monde joue au loto, ou peut-être, alors au million, gratte des jeux à gratter, etc. Alors, j'ai envie un peu de faire aussi l'étonnement, même si on sait pourquoi on vous a invité, c'est quel est le rapport entre la Française des Jeux et l'enseignement catholique. Et ma première question un peu provocatrice, c'est comment on fait pour être le DRH d'une entreprise dont les principaux piliers sont les jeux d'argent, à savoir les jeux de hasard? Eh bien, il faut savoir oser déjà. Quand j'ai été recruté à la Française des Jeux il y a un peu plus de 10 ans, je me suis beaucoup posé de questions parce que je ne jouais pas aux jeux. Et puis moi, je suis plutôt d'éducation chrétienne et le jeu à la maison, c'était pas bien. Et donc, je me suis demandé si je pouvais, avec des valeurs chrétiennes assez fortes, être le DRH de la Française des Jeux. Et d'abord, je me suis renseigné auprès de prêtres de l'Église catholique. Donc, le jeu n'est pas condamné par l'Église catholique, c'est l'abus du jeu. C'est comme l'alcool. Le Christ buvait du vin. En revanche, tout ce qui est abus sur l'alcool ou abus de jeu, ça peut être condamné par l'Église catholique. Et en tout cas, il faut faire attention. Et donc, je me suis renseigné et puis j'ai découvert en rencontrant les dirigeants de la Française des Jeux qu'en fait, le jeu fait partie de l'histoire de l'humanité, ça existe partout, dans tous les pays de toute façon, soit c'est organisé par l'État, soit ce sont des officines privées mafieuses qui l'organisent. Et donc la plupart des États, pour réguler les jeux, créent des monopoles, c'est le cas à la Française des Jeux, nous avons un monopole de jeux, et la contrepartie du monopole, c'est d'avoir une politique de jeu responsable, de lutte contre l'addiction au jeu, et allant jusqu'à concevoir des jeux avec des professeurs de médecine, de recherche sur l'addiction au jeu. C'est quand même incroyable. Et c'est une entreprise qui n'hésite pas à fermer des jeux qui marchent trop bien pour réduire leurs ventes et faire des jeux avec ce que notre réseau, notre modèle extensif, c'est-à-dire une petite mise, mais on joue régulièrement. Et en faisant tout cela, je me suis trouvé en parfait accord avec mes valeurs chrétiennes. Et la question qui suit, mais est-ce que vous jouez maintenant? Je pose la question que vous ne me posez pas. Alors, un DRH, ça doit connaître les produits de son entreprise. Donc, je joue à la sortie de chaque nouveau produit pour m'en faire une expérience justement de client et pour pouvoir en parler en comité de direction. Alors, d'accord, merci. Donc, vous m'excuserez un peu cette question un peu provoque et puis un peu hors cadre, mais ça permettait d'éclairer un peu la culture de l'entreprise dans laquelle vous évoluez et du poste que vous occupez. Alors, du coup,
peut-être pour la petite histoire, ce qui a fait qu'on vous a contacté, c'est qu'on est tombé sur une interview de vous qui parliez de digitalisation de l'environnement du travail en montrant une philosophie de dialogue entre des experts informatiques, des gens qui sont dans une culture de l'informatique, du numérique, et des gens qui gèrent des gens, donc des ressources humaines, ou, voilà, et des potentiels humains, comme vous dites. Alors, comment vous caractériseriez cette digitalisation de l'environnement de travail qui s'accélère aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La digitalisation, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Ça me rappelle un peu quand Internet est arrivé dans les entreprises. Je me souviens de discussions au comité de direction. On va surtout pas l'ouvrir à tout le monde. On va juste ceux qui en ont besoin, parce que vous vous rendez compte, sur Internet, ils pourraient aller voir leur futur lieu de vacances au lieu de travailler. J'ai connu cette époque de l'arrivée d'Internet, parce que je suis un DRH aux cheveux blancs. Et je vois arriver la digitalisation, je vois arriver le télétravail. Il y a encore 2 ans, dans nos entreprises, on disait « Ah oui, mais attends, on ne va pas les mettre en télétravail. Ils vont glander toute la journée, excusez-moi de l'expression, et ils ne vont pas travailler. » Je pense que beaucoup de collaborateurs ont prouvé qu'on peut travailler en télétravail. Alors la digitalisation, c'est un outil, c'est un moyen. Et moi, je pense que, comme tous les outils, c'est la pire ou la meilleure des choses. La télévision, c'est la pire ou la meilleure des choses. Ça dépend ce qu'on y regarde. Internet, c'est la pire ou la meilleure des choses. On a des choses sur Internet qui sont condamnées devant les tribunaux de manière violente, et heureusement. Et donc, la digitalisation est une nouveauté. On a tous fait des tas de progrès sur les connexions Teams, on vient de le voir, et on s'est tous améliorés. Moi, j'ai été marqué par quelque chose il y a une dizaine d'années. Un de mes collaborateurs qu'on avait recruté pour développer nos jeux sur des tablettes et sur des smartphones, c'était le début des smartphones, des tablettes, me dit « Mais vous êtes tellement ringard que vous n'avez même pas Facebook au bureau. » Moi, je passe des heures sur Facebook chez moi dans ma vie privée, je poste, je like, je fais tout ce que je veux de ma vie privée, et j'arrive au bureau et vous avez un intranet passif avec des informations, on peut ni poster ni liker, et vous me demandez de développer ça pour les clients. Et ça m'a vraiment fait mal d'entendre ça. Et j'ai dit à cette personne, ben, OK, banco, tu restes chez nous, je te mets responsable du sujet et tu vas nous aider à créer nos Facebook internes et on peut poster, on peut liker. Donc maintenant, toutes les entreprises ont créé ça. Et c'est vrai que c'est devenu une norme, les réseaux sociaux, il faut encore les discipliner, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qui pour moi vont dans le bon sens. Et la philosophie que j'ai sur ce sujet, c'est donner les moyens à tous de grandir. Nous, on a par exemple un entrepôt qui charge les jeux de la Française des Jeux, les jeux physiques, dans des camions pour aller livrer les 30 000 points de vente. Bien sûr, on m'a dit non, ils n'ont pas besoin d'ordinateur, ils travaillent toute la journée sur un véhicule de cariste ou un véhicule, etc. Mais si, la digitalisation, c'est aussi un moyen de faire sortir les gens de leur situation, de développer leur employabilité, leurs compétences. On ne sait pas s'ils resteront toujours employés logistiques. Et donc, nous, on a fait un choix, c'est qu'on a doté 100% de nos collaborateurs d'un smartphone, comme étant l'outil de lien social dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et ça a fait grandir beaucoup de nos collaborateurs. Alors, on a parlé ce matin avec Aurélie Delgolve, justement, qui est responsable du développement des compétences à la Fédération des OGEC, et qui nous disait qu'il y a une responsabilité sociale, effectivement, aux compétences numériques pour renforcer l'employabilité des personnes. J'ai envie de vous poser une question, c'est comment on évite, que ce soit la Française des Jeux ou ça va nous interpeller aussi dans nos établissements, on évite le piège de la digitalisation pour la digitalisation? Alors ça, c'est un grand sujet. Il faut se méfier des modes. Il faut regarder l'utilisation. Je pense qu'il y a une époque où quand on déployait un nouveau logiciel, voire quand on montait de version Windows, vous avez peut-être ça en souvenir, ça m'a beaucoup fait rire à une époque, et heureusement ça a beaucoup changé. On vous envoyait un mail dans la journée en disant « Ce soir, n'éteignez pas votre ordinateur, dans la nuit, il y aura une mise à jour. » Vous arriviez le lendemain matin, tout votre ordinateur était planté, vous ne pouviez plus accéder à rien et vous démarriez une réunion super importante. Je pense que c'est arrivé à quelques personnes. C'est du vécu. Pour moi, c'est le degré zéro de la conduite du changement dans le déploiement de systèmes numériques ou informatiques. Et
le fait que, j'ai rien contre les DSI, mais le fait que ça ne soit plus entre les mains du DSI, mais plus entre les mains du RH, et c'est ce que j'ai obtenu à la Française des Jeux. Du coup, moi, mon job, c'est le collaborateur. Ma vocation, c'est développer engagement et motivation du collaborateur. Donc, je me mets à la place du collaborateur. Donc, on se retourne et on est côté utilisateur, côté usage. Et donc, on fait des groupes de travail d'usage et d'utilisateurs qui nous disent voilà comment on vit le déploiement de ce sujet, voilà ce qu'on voudrait faire avec. Et du coup, on développe ou on met en place les choses qui correspondent à un réel besoin et non pas pour suivre une mode. C'est une lutte permanente, hein, parce que des modes, il y en a tous les jours. Et quelquefois, on a des choses un peu gadget. On se dit, mais pourquoi on a déployé ça? À quoi ça sert? Et nous, on n'a rien inventé de lumineux. Hein. On fait des pilotes. C'est-à-dire qu'on déploie un truc sur une population. On a créé sur 2500 personnes, on a créé une population de 50 volontaires sur qui on teste tout. Et on fait des pré-déploiements avec eux, donc des pilotes. Hein, on n'a rien inventé, ça existait aussi il y a 30 ans. Et avec eux, on dit, pour nous, c'est en marketing, on dit la voix du client. On fait des tests avec des clients. Moi, je suis un DRH, directeur de l'expérience collaborateur, je me sens très directeur marketing. Je fais la voix du collaborateur, c'est génial. Quelle est la voix du collaborateur, de l'usager, et qu'est-ce qu'il a à me dire sur sa vie, ses besoins, et comment j'y réponds. Et c'est ça qui fait qu'on prend, je crois, modestement, plutôt des bonnes décisions sur le déploiement de nos outils numériques. C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, le l'UX, quoi. Voilà, c'est tout bête, mais quand vous faites ça, vous avez moins de chances de vous planter que si vous ne le faites pas. C'est aussi bête que ça. Alors, vous l'avez dit, le numérique, ça agace aussi, surtout quand ça ne marche pas. Et du coup, en tant qu'expert des relations humaines, est-ce que vous ne pensez pas qu'aller dans le digitalisation à marche forcée, comme ça, qui est parfois complexe, voire parfois déshumanisante, finalement, ne vient pas casser un peu cette dynamique relationnelle au sein d'un collectif de travail? Alors ça, c'est le grand débat aujourd'hui. Le digital ne fait pas tout. On a été bien content de l'avoir pendant ces périodes et encore aujourd'hui. Mais quel sera l'avenir quand on ne sera plus en crise sanitaire et quelle sera la bonne articulation? J'ai cette philosophie qui me fait penser que on est malheureux si on ne se croise pas, si on ne se voit pas, si on n'échange pas. J'ai des journées de télétravail dans mon travail et j'ai des journées de présence sur site. Je pense que la présence règle plein de petits sujets d'à côté. Le petit mot gentil, la petite question qui fait gagner du temps. C'est très difficile quand on est en télétravail et c'est très facile quand on est en présence physique. Et donc, il ne faut pas que la digitalisation et l'accès à distance donnent un frein à ce qui fait la richesse humaine, et c'est dans nos valeurs chrétiennes. La relation humaine fait qu'on arrive à faire des choses d'intelligence collective, de mode collaboratif extrêmement puissant. Et donc, nous, là, on est en train de travailler sur un modèle d'organisation du travail et de mode managérial hybride. Hybride comment? C'est là qu'on crée ce pilote, parce qu'on a envie d'inventer le mode du travail de demain à l'aune de tout ce que nous avons appris depuis un an. Clairement, enfin, le télétravail a été accepté et compris, mais 100% de télétravail, on meurt. En tout cas, ce n'est pas terrible. Et donc, quel est le lien? Combien de temps? Sous quelle forme? Mais si c'est pour venir dans l'entreprise, et j'ai envie de dire se mettre dans un bureau et télétravailler dans son lieu de travail et rencontrer personne dans sa journée, à quoi ça sert de venir dans l'entreprise? Donc, du coup, nous, on est en train de repenser l'implantation de nos locaux pour créer plus d'espaces collectifs, collaboratifs, d'intelligence collective, pour que quand on est dans l'entreprise, on fait du collectif, quand on est chez soi, on fait de l'individuel. C'est un peu ça les modèles sur lesquels on travaille demain. Et pour moi, la digitalisation n'est pas antinomique au développement de la relation humaine. En revanche, il faut changer de modèle managérial pour avancer dans cette voie. C'est ce que disait ce matin Jean-François Debout, le président du GTSI, qui disait qu'on est passé de l'intelligence, c'est comment passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence collective, et il faisait un jeu de mots avec le mot easy day. Et si je vous entends bien, le digital, finalement, c'est garder le lien, pas le créer. Il y a un avant de la rencontre, et surtout nous, dans notre présence réelle à l'autre, qui est important dans nos institutions, avant d'avoir l'outil du digital qui nous permet de prolonger
ce lien. L'informatique, pour beaucoup, c'est du jargon, c'est de la technique. Bon, même tout à l'heure, quelqu'un posait une question en utilisant des acronymes PABX, IPBX. Et puis j'avais un petit post-it de Thomas qui m'était apporté pour dire la différence. Bon, voilà, on est dans le jargon. Comment on fait dialoguer des gens qui sont dans leur univers, dans une technicité, dans un jargon, avec des responsables RH ou des gens, enfin, tout simplement, les équipes, la communauté éducative dans nos établissements, qui ne parlent pas toujours le même langage. Comment on arrive à réconcilier ces dialogues entre les deux? Alors, c'est le langage et c'est aussi la mise en œuvre de ce déploiement informatique et numérique. Moi, j'ai appliqué des recettes qui m'ont toujours guidé. Je suis devenu un expert de conduite du changement parce que je suis directeur expérience collaborateur et de la transformation. Et donc, comme je suis l'expert de la transformation, je trouve qu'il y a des méthodes qui marchent bien et je les réutilise suivant les sujets. Et je l'ai réutilisé dans la transformation numérique qui a été un vrai succès. C'est le recours à des ambassadeurs. Nous avons créé des digital mentors. Et pareil, vous savez, que ce soit dans vos écoles, que ce soit dans une entreprise, j'ai envie de dire que ce soit dans une famille. Moi, je suis père de famille de 5 enfants. Eh bien, il y en a un, c'est le petit geek de la famille, et quand ses frères et sœurs ont des problèmes, il l'appelle. C'est marrant. Quand vous êtes dans un groupe humain de 10, 15, 20, 50 personnes, il y a toujours la personne, c'est celui qui va accueillir le nouveau collaborateur pour lui montrer comment il fait ses accès, parce qu'il découvre l'environnement de l'entreprise. C'est celui, il a le goût pour ça, cet ambassadeur. Et donc, j'ai recherché des ambassadeurs dans toutes les directions de l'entreprise. J'ai demandé des volontaires. Et je vais vous dire un truc, ça m'a fait super plaisir. J'aime pas l'opposition des générations. On parle de reverse mentoring, donc des jeunes qui apprennent à des moins jeunes à faire du numérique. Mais j'ai eu des digital mentors plutôt seniors qui ont levé la main, qui ont toujours été geeks, quelle que soit leur vie, et qui sont devenus des digital mentors. Donc, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'attitude vis-à-vis de la nouveauté informatique. Chez certains, je ne veux pas dire que ça peut aller jusqu'à un blocage, en tout cas, il y a une réticence et on n'a pas envie de passer du temps à aller regarder le tutoriel que le DRH a mis sur le site. Et si tu cliques et tu passes 2 minutes de ton temps, tu sauras comment passer tes fichiers qui étaient sur ton ordinateur en mode cloud sur OneDrive pour qu'ils soient dans les nuages. Il suffit de 2 minutes de tutoriel pour savoir le faire. Eh bien, j'ai un paquet de gens, ça les faisait suer, je suis poli, d'aller passer ces 2 minutes au milieu de leurs 200 mails par jour. En revanche, quand j'ai mis en place mes ambassadeurs, j'ai des directeurs ou d'autres personnes qui m'ont dit « Pierre-Marie, c'est génial, j'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Je l'ai appelé, il est venu, ça a duré moins de 5 minutes, il m'a montré comment faire, donc en numérique, montrer comment faire, mais pas faire à la place. Une règle d'or en numérique, je viens te montrer comment tu accèdes à telle application, je ne le fais pas devant toi sur ton ordi, non, non, c'est toi qui le fais, je te guide pour avoir l'apprentissage des mains qui bougent sur l'ordi et qui visualisent ce qu'on fait. Donc, nos digital mentors, on les a formés, ce sont devenus des ambassadeurs, on teste les nouveaux déploiements avec eux et ils sont l'interface avec l'informatique. Et c'est eux qui traduisent tous les mots parce qu'ils ont le goût de savoir comment ça marche. Et donc, mes collaborateurs, mes managers ne s'adressent pas à l'informatique pour savoir ce que veut dire tel sigle ou tel mot. Ils s'adressent à leur réseau d'ambassadeurs qui est en plus le voisin de bureau, qui est l'assistante, qui est un manager, qui est un directeur. Il n'y a pas aucun grade n'est exigé, aucun statut. Toute personne qui a le goût du numérique, qui aime ça, vous savez, ce sont ces gens qui peuvent passer des heures le week-end à rechercher sur Internet le tutoriel qui va leur permettre d'accéder à je ne sais pas quoi. Ben moi, je suis désolé, le week-end, je préfère marcher dans une forêt et aller faire autre chose. Mais je respecte profondément que certains aient cette passion. Et pourquoi ne pas l'utiliser dans l'entreprise, bien que ces personnes soient des financiers, des RH, des marketeurs, ils ont un autre métier, ils font ça en plus et ils sont contents de le faire. Et je trouve que cette méthode de transmission des savoirs, d'accompagnement du changement et d'éclairage sur tous ces mots un peu nouveaux et un peu anglo-saxons aussi, la preuve, je vous parle de OneDrive, je vous parle de reverse mentoring, on est sur ce jargon et c'est bien de pouvoir avoir l'explication de ce que ça veut dire.
Non, mais c'est très fort parce que vous nous interpellez justement sur qui pourrait être le digital mentor dans un établissement ou à un niveau fédératif. Et ce que j'entends et ce qui est très important, c'est que c'est pas faire la personne qu'on appelle quand on a besoin de résoudre un problème numérique. C'est pas parce que ça lui plaît et que c'est le geek qui va résoudre ça. C'est parce qu'il y a l'envie d'aider, l'envie de résoudre le problème de l'autre. Pour l'expérimenter même à titre personnel au sein de mon équipe, je sais que souvent on vient de me demander est-ce qu'il y a un problème. Alors j'ai un niveau de compétence qui est limité, au bout d'un moment il faut passer la main. Mais dans un premier temps, ce qui est agréable effectivement, c'est de dire on va décoincer quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, à travailler, etc. Et c'est ça qui fait du coup le dialogue et la relation. Exactement, c'est exactement ça et ça marche bien et on a plus de collaborateurs qui ont envie d'aider que de collaborateurs qui restent dans leur boîte. Et moi, j'aime bien, c'est une philosophie RH, c'est faire confiance a priori, faire confiance aux collaborateurs. Ils ont les réponses. On parle maintenant de manager coach. Autrefois, on parlait de management command and control. Je suis le chef, je te demande de faire ça et je contrôle que tu l'as fait. Je pense que ce temps est révolu. Aujourd'hui, nous, on fait faire des formations manager coach à nos managers à la Française des Jeux. C'est je voudrais t'emmener à tel endroit, c'est toi qui choisis les bords pour aller à tel endroit et c'est toi qui trouves la solution. Et donc, c'est la même philosophie vis-à-vis du collaborateur. Et j'ai une philosophie avec une petite devise qui me dit, depuis 30 ans de métier, plus tu fais confiance à ton collaborateur, plus tu fais confiance à ton collaborateur, plus il te renvoie le sens des responsabilités. Et du coup, il est content d'aider, de partager, de montrer qu'il a peut-être compris plus vite, mais il peut emmener les autres. Alors, on est au cœur d'un sujet important qui est le dialogue social. Et est-ce que finalement, le dialogue social, ce serait la clé de l'acceptabilité, de la transformation dans nos organisations pour dire autrement, est-ce que c'est une question de qualité de vie au travail, justement? Oui, tout se tient. Pour ça que mon titre d'expérience collaborateur touche à beaucoup de sujets, puisque tout se tient. Faut se rappeler qu'un collaborateur, et j'ai envie de dire pour vous dans les écoles, un enseignant, il est naturellement motivé. Il arrive, il va enseigner le français, l'histoire, quel que soit en entreprise, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes au taquet, vous avez été choisi, il y a eu un recrutement, vous avez été retenu, et souvent, pour développer cet engagement et cette motivation dans la durée, c'est essayer de cerner quelles sont les causes de démotivation. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, ce que j'étais quand je suis arrivé, nouvel enseignant dans vos écoles, ou nouveau directeur d'école, ou nouveau responsable qui s'occupe de ci ou de ça dans vos écoles, moi c'est pareil dans mon entreprise, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, une personne, un collaborateur, un manager, perd sa motivation? Et on découvre que quelquefois c'est des conneries. C'est justement l'environnement de travail. C'est justement le manque de salle de réunion. Et on tourne 3 heures pour trouver un endroit où se poser pour faire une réunion collective. C'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des grandes choses lourdes. Le collaborateur, il est naturellement conscient qu'il ne peut pas demander la lune dans son entreprise ou dans une école. Il est naturellement conscient qu'il ne peut pas demander la lune. Et souvent, c'est des petites choses de l'environnement de travail, c'est pour ça que j'aime bien avoir la responsabilité de son environnement physique de travail. C'est des petites choses de l'environnement numérique de travail. Alors, je ne sais pas comment ça marche dans vos écoles, mais avant que je prenne la responsabilité du numérique, j'embauchais quelqu'un, on s'appelle quand même la Française des Jeux, on n'est pas la petite PME du coin, il y a 2-3 moyens qui nous permettent de bien travailler. J'avais des collaborateurs qui attendaient 3 semaines pour avoir leur ordinateur. Pourquoi? Parce que quelqu'un de très intelligent avait trouvé que avoir un parc d'ordinateurs à flux tendu économisait de l'argent pour la finance. Ne pas avoir de stock. Vous savez, quand vous avez des stocks, ça coûte de l'argent. Oh ben, on ne prend pas de stock et quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui rentre, on va commander l'ordi. 3 semaines de livraison. Mais c'est le degré zéro du respect du client interne. Il rentre dans une boîte, il est super heureux, il a été sélectionné pour rentrer à la Française des Jeux, il a son premier jour de travail, et dès le premier jour, on lui offre une belle déception, tu n'auras pas ton ordi avant 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il pense de cette boîte en rentrant? Donc, voilà, ça ne coûte pas plus cher d'organiser, d'avoir un petit flux de roulement,
et de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent de la société. Je prends cet exemple, mais vous en avez peut-être et sûrement dans vos organisations. Je constate que souvent, l'amélioration de l'engagement et de la motivation au quotidien, c'est le dialogue social, c'est l'environnement de travail physique, c'est l'environnement de travail numérique. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas grand-chose pour que le collaborateur soit engagé et motivé. Et c'est pas, bien sûr, tout le monde rêve d'être augmenté, tout le monde rêve d'avoir plus de responsabilités, tout le monde rêve. Mais le collaborateur est naturellement conscient qu'il ne peut pas demander la lune. Il voudrait simplement pouvoir travailler correctement. Et déjà, quand vous arrivez à résoudre ça, vous avancez vraiment dans votre politique ressources humaines. Sauf qu'on voit aujourd'hui, avec le confinement, le télétravail, l'école à la maison, etc., que finalement, l'environnement numérique de travail, c'est la personne, là où elle est. Oui. Qu'elle soit sur son lieu de travail ou à la maison, et on n'a pas forcément les mêmes équipements, les mêmes connexions, etc. Donc, comment on arrive à avoir un environnement numérique de travail là où on est, qui soit opérationnel, quoi. Ouais. Ben, on voit bien qu'il y a encore du chemin, et notamment sur nos outils informatiques, parce que on trimballe, enfin moi je vois dans mon entreprise, je trimballe mon ordi, le câble de l'ordi, la souris à côté, j'ai mon petit bloc-notes pour prendre des notes, et puis comme on est très RSE, on se trimballe avec notre petite gourde pour boire de l'eau, comme ça il n'y a pas de bouteille en plastique et on remplit sa propre petite gourde. Et bientôt, il va falloir avoir un caddie de Carrefour pour aller d'un rendez-vous à un autre avec tout ce qu'on trimballe dans nos entreprises. Je parle du sujet numérique, qu'on trimballe ses propres affaires, c'est normal. Clairement, il va y avoir, avec ce qu'on a vécu, à mon avis, une révolution des outils informatiques où, dans le futur, la connectique, les connexions de nos ordinateurs, les histoires de câbles, les histoires de connexion vont beaucoup progresser pour faciliter la vie au quotidien et avec un mélange ordi et application, vie privée, vie pro. Est-ce que c'est ton ordi perso qui te permet d'accéder à tes outils de l'entreprise ou est-ce que c'est ton ordi d'entreprise qui te permet d'accéder à tes outils perso? On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas très clair. En tout cas, il y a plutôt deux ordinateurs. Mais moi, mon cerveau gauche et mon cerveau droit, c'est le même. Hein. Je passe, ce matin, j'ai validé, alors je suis au travail, j'ai validé une multirisque habitation pour un nouvel appartement. Je l'ai fait sur mon lieu de travail, je l'ai scanné sur mon lieu de travail et je l'ai envoyé à l'assureur. Et je pense que cette frontière vie privée, vie pro, elle n'existe pas sous cet angle-là. Il faut simplement la respecter sous l'angle droit à la déconnexion, c'est-à-dire avoir des moments le soir, le week-end. Nous, on a signé un accord de droit à la déconnexion. Je me suis battu avec mes syndicats, je vous raconte cette histoire. Ils voulaient mettre des horaires, 8h, 20h. Tu n'as pas le droit d'envoyer un mail à 20h05 parce qu'on va mettre des horaires. De 8h à 20h, tu peux envoyer des mails professionnels et après 20h, c'est fini, tu es au théâtre, tu es au cinéma, tu regardes la télé. Et j'ai dit, mais non, je ne veux pas mettre une règle carcan du haut de la direction de 2500 collaborateurs. Moi, je crois à la subsidiarité et à la décision adaptée au métier de chacun. J'ai des gens qui travaillent le week-end, parce qu'ils sont en 3-8, parce que les jeux de la Française des Jeux, les tirages sont aussi le week-end, le samedi soir. Donc voilà, on a des métiers différents. Et donc, on a arrêté dans un accord que j'aurais pu faire en une demi-page. Mais pour faire ça avec les syndicats, on a mis 5 pages. Mais en une demi-page, il y avait une phrase toute simple. En matière de connexion informatique et d'envoi de messagerie, la liberté de chacun commence par le respect de la liberté de l'autre. La liberté de chacun commence par le respect de la liberté de l'autre. Et si je suis un collaborateur conscient ou un manager conscient, j'envoie pas un mail à mes collaborateurs le soir à 22h, ni le week-end. Je respecte. Alors, un jour, un de mes dirigeants, pas l'actuel, mais un ancien, me dit « Oui, mais je t'envoie des mails le week-end. » C'était mon DG, une ancienne boîte. « Je t'envoie des mails le week-end, mais tu n'es pas obligé d'y répondre le week-end. » Alors, bien sûr, on a des notifications, donc tu coupes. Mais ça peut arriver que tu ailles sur ton ordinateur pro le week-end parce que tu avais un truc que tu avais envie de relire pour préparer ta semaine. Et là, tu tombes sur le message de ton DG qui te demande je ne sais pas quoi. Eh bien, ça te pollue ton week-end. Ça te pollue ton week-end.
Et donc, en plus, on peut très bien envoyer des messages différés. Tu le prépares le week-end et le collaborateur l'a que le lundi matin à 8 heures. Et ça va très bien comme ça. On a signé ça il y a 5 ans, en 2016. On a été un des premiers accords signés sur le droit à la déconnexion suite aux évolutions du Code du travail en la matière. Et j'aime bien notre philosophie qui marche très bien. J'ai pas d'abus, j'ai pas de plainte de mes syndicats, j'ai pas de plainte de collaborateurs comme quoi ils sont enquiquinés par des mails pendant leurs vacances ou des choses comme ça. Et c'est un bon principe philosophique et d'une belle valeur forte. La liberté de l'un commence par le respect de la liberté de l'autre. Je pense que si en France aujourd'hui on pensait un peu plus à ça, on aurait un meilleur vivre entre nous en tant que citoyens. Très bien, écoutez, alors, vous avez un peu répondu à une question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même, parce que peut-être qu'il y aura un éclairage différent. C'est si vous aviez un conseil à donner à la gouvernance d'un établissement scolaire, que nous on appelle le tripode, c'est le chef d'établissement, son OGEC, la tutelle, pour veiller à ce qu'une transformation numérique se déroule dans de bonnes conditions, sans que ce soit un effet d'aubaine et de manière durable. Qu'est-ce que vous diriez ? Ça va revenir un petit peu sur mes violons d'Ingres, sur la conduite du changement. Ne vous privez pas de cette solution d'ambassadeur. Recherchez des volontaires digital mentors. Ils vous font gagner un temps fou et vous pouvez pré-déployer auprès d'eux ce que vous avez envie de déployer, tester avec eux qui sont plutôt ouverts à cette matière avant de lancer des déploiements. Je trouve que c'est vraiment... J'ai souvent utilisé le réseau d'ambassadeurs pour déployer plein de choses dans les entreprises où je suis passé, mais c'est peut-être dans le numérique que ça a le plus cartonné. Et en plus, j'ai rendu des gens heureux qui, sur leur métier, soit le faisaient bien, mais recherchaient un petit peu de changement et voulaient montrer qu'ils étaient capables de faire autre chose. Donc, c'est de la reconnaissance, c'est de développer l'employabilité, les compétences de ceux qui vont vers ça. Et puis, j'en ai qui ont fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Merci Pierre-Marie, ok, je retourne mais je me suis trouvé un successeur, tu vas voir, il est super, et hop, il rentre. Et donc, ça bouge, ces réseaux d'ambassadeurs, ils ne sont pas du tout figés. Et franchement, je ne vois pas pourquoi une approche comme ça ne marcherait pas dans des écoles, dans une direction d'établissement. Et ça permet vraiment de mettre de l'humain dans le déploiement numérique. Parce que finalement, mon réseau d'ambassadeurs, c'est de l'humain. Eux, ce n'est pas la machine, c'est ce qu'il y a autour de la machine et autour du logiciel. C'est l'explication du comment. Et franchement, je pense que ça marche dans tout système. Je vous ai dit que ça marchait même dans une famille. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans une école. Mais écoutez, merci. J'ai une dernière question. Vous avez les numéros gagnants du prochain tirage ou... Alors, je vais le dire que pour vous, parce qu'on est tous les deux et que personne ne nous écoute. Il n'y aura que moi qui gagnerai. Voilà, alors je le dis qu'à vous, parce que personne ne nous écoute. Vous m'appelez tous les soirs vers 20h30 et je vous donne les numéros qui sont sortis 5 minutes avant. En tout cas, un grand merci voilà, de vous être connecté et d'avoir pris ce temps d'un autre regard sur une autre organisation, mais qui nous réconcilie dans le fait de conjuguer vraiment le numérique et l'humain, qui était un peu le thème tout au long de cette journée. On l'a souvent dit, hein, c'est la place de la personne qui est en première ligne, qui doit être sécurisée, voilà, qui doit être accompagnée. Merci beaucoup, Monsieur Argoir. Avec plaisir. J'étais très heureux de participer à votre réunion. Et écoutez, à une prochaine fois peut-être. Voilà, j'espère qu'on se reverra. Il y aura d'autres occasions. Avec plaisir. De vous inviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.